Jean-Marie Cardeba, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à l'Université de Bordeaux, vous êtes enseignant à l'INSEC et vous êtes l'auteur de Économie du vin dans la collection Repères des éditions La Découverte, un livre qui détaille notamment les mutations du secteur depuis 1990. Et il faut le dire, ces dernières décennies ont été marquées par une mondialisation de l'économie du vin, à la fois en termes d'offres et aussi de demande. Alors, première question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce qu'il faut s'inquiéter d'un déclin de notre filière, Simplement, je vais rappeler que la France reste le premier exportateur mondial, mais a perdu, au détriment de l'Italie, la place de premier producteur mondial. Effectivement, la France a perdu sa place de premier producteur depuis quelques années déjà vis-à-vis de l'Italie. En revanche, la France garde une capacité de production qui reste très importante à l'échelle mondiale, avec des régions extrêmement fortes, comme la région de Bordeaux notamment, la région Languedoc-Roussillon, et produit des volumes, mais en même temps produit de la valeur. Et je crois que le point clé sur ce marché, c'est celui de la création de valeur. Si vous prenez un pays comme l'Espagne, par exemple, l'Espagne, clairement, crée peu de valeur, avec des volumes importants de production, mais vend beaucoup de vin en vrac, et la plupart du temps, les vend à moins d'1 € le litre, voire 50 centimes d'euros le litre. Ils les vendent d'ailleurs bien souvent aux Français, qui, eux, vont ensuite réembouteiller et créer de la valeur grâce à ces vins espagnols. Donc la clé, vraiment, sur ce secteur, c'est quelle est la valeur qu'un pays est capable de créer à partir des volumes produits. L'autre point qui me paraît extrêmement important et peut-être un petit peu plus préoccupant pour la France, ça reste néanmoins le problème des marques. Est-ce qu'on est capable véritablement de créer des marques mondiales lorsque les volumes sont un petit peu volatiles, sont insuffisants ? La plupart du temps, la réponse est non. Effectivement, si vous prenez des pays comme le Chili, typiquement, ou des pays comme l'Australie, ou certaines grandes marques californiennes aussi, vous vous rendez compte que vous avez des acteurs de très grande dimension qui sont capables de produire de très grands volumes avec une qualité à peu près constante d'année en année. Ça, les Français sont un petit peu à la traîne dans la construction de leur marque, à la fois pour des raisons marketing, mais aussi parce qu'ils ont une certaine inconstance dans les volumes. Typiquement, le millésime 2017 va être un millésime qui va être marqué par de très faibles volumes récoltés, parce qu'un gel tardif au printemps, parce que des grêles cet été, etc. Donc des aléas climatiques qui frappent les pays continentaux plus que des pays qui ont un climat un petit peu plus stable, comme le Chili justement, comme la Californie ou comme l'Australie, bien que cela aussi ait été touché par des sécheresses ces dernières années. Dans ce contexte, comment est-ce que la production française peut s'adapter pour mieux répondre aux spécificités de la demande mondiale? Est-ce qu'il faut plutôt jouer les stratégies de volume? Est-ce qu'il faut jouer la montée en gamme, voire même l'exclusivité à l'heure où le vin devient un produit d'investissement? Est-ce qu'il n'y a pas aussi un effort à faire en termes marketing? Vous disiez qu'il y avait un problème de marque, avec des vins peut-être plus lisibles. On parle aussi de vins en canette qui pourraient répondre aux spécificités de cette demande mondiale. Qu'en pensez-vous de tout cela? Quelle piste faut-il suivre? Alors, la question est vaste et si je reprends un petit peu le fil de votre question, je commencerai par répondre sur la montée en gamme. La montée en gamme, c'est un espèce de Graal que tous les pays souhaiteraient atteindre. Je crois que les Français sont déjà extrêmement positionnés. Oui. La France est le pays du haut de gamme. Très clairement, c'est un pays qui produit des vins de luxe, des vins iconiques, comme on dit. En revanche, tout le monde ne sera pas Pétrus, tout le monde ne sera pas la Romanée-Conti. Et je crois que c'est une chimère que de vouloir suivre cette stratégie parce que on ne pourra pas tous collectivement devenir des biens de luxe. Par nature, c'est exclusif et c'est réservé à quelques happy few. Donc, la montée en gamme, je crois qu'il faut faire très attention avec cette volonté parce qu'on va finir par assécher les marchés en termes de quantité, par se concentrer au maximum des récoltes. Et au final, on sera beaucoup moins visible sur le marché mondial parce qu'on ne sera pas capable d'offrir, en plus de bouteilles très exclusives sur le haut de gamme, le moyen de gamme qui est le cœur du marché et aussi des vins plus bas de gamme avec des stratégies de volume. Alors, jouer sur la stratégie de volume, je l'ai indiqué tout à l'heure, ça peut être très dangereux aussi parce qu'on crée moins de valeur sur les prix. Donc, il faut essayer d'avoir un espèce de, comment dirais-je, un mix de toutes ces stratégies. Un mix, en tout cas une position médiane où on crée des marques qui créeraient de la notoriété, qui créeraient de la valeur, mais qui permettraient d'inonder le marché d'une certaine façon, si ce n'est d'inonder, en tout cas d'être présent sur bien des marchés. Parce que le problème, au final, c'est qu'en allant trop vers le haut de gamme,
on va exclure un certain nombre de pays de nos exportations. C'est ce qui s'est passé. On a vu des phénomènes de discrimination dans les exportations, finalement, où on a tout envoyé vers la Chine à un moment donné, par manque de volume, par manque, finalement, de bouteilles à envoyer à la fois aux Chinois, mais en même temps aux Américains, à nos clients traditionnels, aux Allemands, aux Anglais, aux Américains, etc. Et la grosse problématique avec ce genre de stratégie, c'est qu'une fois que vous n'êtes plus sur un marché, une fois que vous n'êtes plus chez les importateurs, c'est très compliqué d'y revenir. Lorsque les Chinois ont commencé à baisser leurs achats de biens de luxe, et notamment de Bordeaux, de vins français, forcément, ça a été extrêmement compliqué de retrouver les marchés traditionnels qui nous ont dit « non, excusez-moi, mais c'est trop tard ». Alors, un nouveau marketing, sans doute faut-il un nouveau marketing, effectivement. Il faut essayer de créer ces marques, je l'ai dit, mais il y a encore un autre aspect qui me paraît extrêmement intéressant. Si vous regardez le monde de la bière, typiquement, vous voyez que vous avez un secteur qui est extrêmement concentré avec de très grandes marques. Et c'est vrai que depuis une dizaine d'années, on dit qu'il faudrait que le secteur du vin soit comme le monde de la bière, qui est un phénomène de concentration extrêmement intensif, et que à partir de là, on construit ces grandes marques mondiales. J'en suis pas complètement sûr pour autant, pour une raison simple, c'est que si vous regardez encore une fois la bière, mais si vous regardez aussi les whiskies, si vous regardez les cidres, si vous regardez le vin également, si vous regardez tout ce secteur des alcools, vous avez au contraire un mouvement à la déconcentration, un mouvement qui va vers l'authenticité, un mouvement qui va vers une très grande différenciation du secteur, c'est-à-dire l'atomicité devient finalement un atout, où les producteurs ont une histoire à raconter, ont des nouvelles formes de marketing à mettre en place. Ça va du storytelling à l'onotourisme, au crowdfunding, etc. Mais l'idée est toujours la même, c'est d'être au plus près du consommateur et d'utiliser souvent les nouvelles technologies pour être au plus près du consommateur. Donc voilà un petit peu vers quoi on pourrait aller, voilà vers quoi on va dans d'autres domaines que le vin. Et si on fait un petit peu un benchmark sur ces autres secteurs des alcools, voilà ce qu'on constate. Donc, c'est un mix marketing, effectivement, de tout ça qu'il faut faire. Dernière question, on a parlé de cette économie mondialisée du vin. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un défi pour notre filière dans le marché intérieur, dans le marché franco-français? On sait que la consommation tend à diminuer, qu'elle monte en gamme, elle aussi. Mais il y a aussi la pression de la grande distribution, la disparition du secteur coopératif. Il y a aussi la réforme de l'ISF avec la fin de la niche de déductibilité des investissements viticoles qui peut assécher le secteur en capitaux. Alors, là aussi, il y a plusieurs aspects. Je crois déjà qu'il faut être très prudent avec ce que vous avez manié ici, à savoir la grande distribution, à savoir c'est un peu en vrac, le secteur coopératif. Pour le vin, c'est très bien d'être en vrac aussi, mais quoi qu'il en soit, effectivement, la demande baisse en France, comme dans tous les pays producteurs traditionnellement de vin, à savoir les pays d'Europe essentiellement, Italie, Espagne, ceux que nous avons déjà cités. En revanche, elle augmente dans les pays qui étaient traditionnellement consommateurs de bière ou de spiritueux. Donc il y a un système de vase communicant qui se met en place et il est bien évident qu'aujourd'hui, le développement de la demande va se faire à l'étranger. Donc le focus sur le marché national, oui, mais tout en ayant conscience que de toute façon, les parts de marché iront se gagner à l'étranger et pas sur le marché national. Cela étant dit, le secteur coopératif est certes un petit peu ballotté au milieu de cette concurrence internationale, néanmoins, on ne peut pas dire qu'il soit moribond. Les volumes produits, etc., se maintiennent à peu près. Le déclin est très lent, en tout cas, et il n'est certainement pas achevé. Sur la grande surface, c'est pareil. Je crois qu'il faut être prudent là aussi en disant... Effectivement, ils vont tirer les prix vers le bas et ils vont essayer de comprimer au maximum les marges de tous les acteurs amont. C'est leur métier d'une certaine façon. Mais d'un autre côté, regardez tout ce qu'ils ont fait pour la visibilité du secteur dans notre pays. C'est les foires au vin, c'est toutes les caves des grandes surfaces, des hypermarchés qui ont été rénovées, qui sont devenues beaucoup plus attractives et qui mettent en scène les vins de façon beaucoup plus intéressante et très pushy même, je dirais, vis-à-vis des consommateurs. Donc je crois que c'est un point clé également. Pour ce qui est de l'ISF et pour ce qui est des investissements dans le vin, ou en tout cas du financement du secteur du vin, bon, là aussi, on a une réforme récente qui nous dit effectivement les investissements dans les GFV ne pourront plus profiter des niches fiscales qu'ils avaient auparavant. Certes, mais enfin, je crois qu'on est dans un monde où les capitaux sont relativement abondants, les taux d'intérêt sont encore extrêmement bas, et il y a d'autres formes de financement qui ont émergé. J'ai évoqué tout à l'heure le crowdfunding. Typiquement, lorsque vous êtes un petit producteur, ce sont des choses qui peuvent être mises en place. Il existe de plus en plus de plateformes, et ça rencontre un succès très intéressant. Qui plus est, ça permet d'avoir des consommateurs en plus
des investisseurs. Si vous regardez les grands domaines, vous avez là aussi des formes de financement qui sont tout à fait nouvelles pour le secteur. Je pense au domaine de Chanzy en Bourgogne qui a fait une introduction en bourse purement et simplement. Et puis si vous faites ni l'un ni l'autre, il vous reste toujours des investisseurs institutionnels qui sont très friands d'une diversification dans les actifs viticoles. Alors quand on parle d'investissement dans le vin, on parle d'investissement en bouteille la plupart du temps. Et vous savez, c'est peut-être beaucoup plus intéressant encore d'acheter des terres, d'acheter des domaines. Et beaucoup d'investisseurs étrangers ou de grandes banques, de grands assureurs l'ont compris depuis longtemps déjà. Donc le vin français n'a pas dit son dernier mot. Merci beaucoup. Tout à fait. Jean-Marie Cardebas, je rappelle Merci à la vous. parution de Économie du vin dans la collection Repères aux éditions La Découverte. Merci encore. Merci.